Pour lui, la patrie, c'est pas la France. La patrie, c'est l'armée. Bon. Il faut bien comprendre cette psychologie des militaires de cette époque-là. Il a servi sous Louis-Philippe. Il a servi sous Napoléon III, il sert sous la République, il servirait sous n'importe quel régime. Non pas qu'il fût une girouette, mais voilà, c'est un homme d'ordre et de service. C'est un homme extrêmement conservateur, catholique, intransigeant, mais qui n'a pas de conception politique forte. Du moment que les conservateurs sont au pouvoir, il est prêt à accepter n'importe quelle forme de régime. Et puis c'est vrai, vous avez tout à fait raison de signaler l'importance de son épouse. Élisabeth de Castres doit avoir 20 ou, je ne me souviens plus bien, mais peu importe, 20 ou 25 ans de moins que lui. C'est une jeune femme extrêmement mondaine, qui aime beaucoup. Enfin, lorsque MacMahon succède à Thiers à la présidence de la République, qui n'est qu'un titre provisoire, faut quand même savoir qu'il multiplie par 4 les frais de fonctionnement de la présidence de la République. MacMahon, cet homme apparemment rigide et militaire, multiplie les balles, les dépenses, de façon complètement inconsidérée dans une France qui est pourtant économiquement exsangue. Et deux différences entre les deux hommes, c'est que finalement, avec Thiers, c'était un gouvernement assez républicain qui était arrivé au pouvoir. Et cette fois-ci, avec MacMahon, c'est la République des ducs. Complètement, voilà. C'est la république de l'oligarchie, c'est la république des puissances d'argent, on dirait aujourd'hui c'est la république des responsables du CAC 40, si vous voulez. C'est un peu ça, la république macmahonienne, et qui est en désaccord fondamental, surtout sur le plan, en distorsion totale sur le plan sociologique, avec ce qui constitue la légitimité qui est faite essentiellement de propriétaires terriens et non pas de grandes puissances d'argent. Et alors là, le divorce, en effet, se fait entre Chambord et les royalistes et MacMahon. Il y a un quiproquo incroyable, c'est que on pensait que MacMahon serait l'homme qui aiderait à la montée sur le trône du comte de Chambord, et en fait, il s'est avéré comme son obstacle le plus certain. Et pourtant, tout cela avait été, tout cela semblait être prêt à se faire, entre autres grâce à la réconciliation officielle entre les deux branches. Et ça, c'est un épisode quand même très important, la visite du comte de Paris à Fraudsdorf auprès du comte de Chambord, où on a enfin l'impression que les deux branches sont unies. Alors en août 1873, il a mis beaucoup de temps à le faire parce qu'une partie de sa famille n'était pas d'accord avec lui. Mais enfin, il prend la décision, lui tout seul, le jeune comte de Paris, d'aller à Fraudsdorf et de dire au comte de Chambord, son cousin, « Vous ne rencontrerez pas de compétiteur au trône de France. Je m'en remets à vous, je me mets à votre service. » À partir de là, la réconciliation entre les deux branches est faite et la monarchie, rien normalement, n'empêche plus la monarchie. Plus rien ne l'empêche. À tel point d'ailleurs que comme le gouvernement a changé, la majorité royaliste a réussi à se débarrasser de Thiers et à nommer Breuil comme chef de gouvernement, mais avec MacMahon comme président de la République. Mais la réalité du pouvoir parlementaire, c'est le duc de Breuil qui la tient. Plus rien n'empêche la restauration, et à tel point que Breuil fait établir les notifications aux ambassades. On achète les carrosses, on achète les chevaux, on achète les uniformes, et on prépare l'entrée triomphale du roi dans Paris. Et une commission de la Chambre vote même le texte qui sera soumis ensuite à l'Assemblée nationale, appelant Henri V au trône de France. Tout est prêt. Et là, contre toute attente, Henri V va s'accrocher à son drapeau, j'ai envie de dire. Et c'est vrai que pour nous, cette histoire de drapeau semble bien dérisoire par rapport à un trône. Oui. Alors, on s'était mis d'accord sur tout, y compris sur la forme des institutions. Chambord avait mis un peu d'eau dans son vin en acceptant une monarchie constitutionnelle un peu au-delà de ce qu'il souhaitait au départ, et les parlementaires avaient accepté une monarchie donc dans laquelle le monarque garderait une influence politique importante. La seule question, qui apparemment est une question de détail, la seule question qui restait en suspens, c'était la couleur du drapeau. Peu de temps avant, nous sommes en 1873, un député des Hautes-Pyrénées, on avait choisi parce que c'est le député de la région d'Henri IV, et Henri V était un grand admirateur d'Henri IV, était allé essayer de négocier un arrangement avec le prince qui était un peu boiteux, mais qui était le suivant. On garde le drapeau tricolore, vous revenez en France sous le drapeau tricolore, et après, si vous voulez changer, vous vous mettrez d'accord avec l'Assemblée. Bon. Et alors là, il y a un quiproquo donc qui se met en place, c'est que l'ambassadeur, le député, donc qui est parti en ambassade, veut évidemment expliquer qu'il a réussi à trouver un compromis, et quelques communications dont il n'est pas responsable, mais maladroites, expliquent que le comte de Chambord a accepté le drapeau tricolore. Donc quand il apprend ça à Fraudsdorf,
Évidemment, il rugit immédiatement. Il écrit une lettre en disant jamais je n'accepterai le drapeau tricolore, etc., etc. Cette lettre fait un effet d'une bombe, et d'un seul coup, tout s'arrête. Là, cette fois-ci, la Restauration est enterrée, j'ai envie de dire, avec le comte de Chambord, pardon. Et dès lors, plus personne ne s'intéresse à lui, d'ailleurs. Il ne meurt que 9 ans plus tard. Oui, il est totalement délaissé dans son exil autrichien. Il continue quand même, après 1873, à croire à la possibilité d'une restauration. En novembre 1873, il fait même ce voyage extraordinaire où il vient en catimini à Paris essayer de rencontrer le maréchal de Mac-Mahon pour prendre le pouvoir un petit peu par surprise. Et puis Mac-Mahon refuse de le recevoir, ce qui est pour lui évidemment une humiliation insensée. Ensuite, de retour en Autriche, il envisage à plusieurs reprises des coups de force militaires, mais il n'arrive jamais véritablement à se décider. Et puis le temps passe. On l'oublie. En 1875, l'Assemblée nationale devient majoritairement républicaine. Et à partir de là, vote les lois constitutionnelles, la République est instituée. Tout est fini, il ne reste plus qu'à mourir. En 1883. En 1883, dans 8 ans. Alors juste avant, nous arrivons au terme de notre émission. Peut-être pour terminer, disons 2 mots de la succession du comte de Chambord. Ah, alors ça c'est un problème terriblement épineux, parce que lorsque le comte de Chambord meurt, tout le monde considère, enfin 99,9% des royalistes français considèrent que c'est évidemment la branche d'Orléans qui lui succède. Et ils sont 3 ou 4 à Frosdorf, auprès du défunt, et notamment son neveu, le duc Robert de Parme, à dire « Ah mais non, on se trompe. On se trompe. Si vous regardez l'arbre généalogique, succède au roi mort sans enfant son cousin le plus proche. Le cousin le plus proche, c'est Don Juan de Borbón, descendant du duc d'Anjou, c'est-à-dire descendant d'un petit-fils de Louis XIV, alors que les Orléans ne descendent que d'un frère de Louis XIV. Donc c'est l'aîné des Bourbons d'Espagne qui est le légitime héritier du trône de France. Et alors de là se pose un problème toujours irrésolu à nos jours. Puisque les Orléans disent oui, mais attention, d'abord ils sont devenus espagnols. Or, on ne peut régner en France que si on est français. Ils disent oui, mais ils sont aussi français, ils ont gardé la nationalité française, ce qui était vrai. Et les Orléans disent oui, mais ils ont renoncé. Le premier petit-fils de Louis XIV, qui est devenu roi d'Espagne, a renoncé pour lui-même et toute sa descendance à ses droits sur la couronne de France. Non, répondent les légitimistes, ils ont renoncé, mais cette renonciation n'est pas valable. Elle n'est pas juridiquement valable. Donc, l'héritier du trône reste le Bourbon d'Espagne. Et ce débat date de 1883, nous sommes en 2009, il n'est toujours pas résolu. Merci au comte de Chambord. Merci surtout Daniel de Montplaisir de nous l'avoir présenté. Je rappelle que vous êtes l'auteur donc d'une biographie du comte de Chambord parue aux éditions Perrin. Je conseille cette lecture à nos auditeurs. À très bientôt.